Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Montée de tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Celle-ci demande la libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet. Une arrestation qualifiée d'injuste par les autorités ivoiriennes qui démentent les allégations d'envoi de mercenaires et de tentatives de déstabilisation du Mali. Il a récemment été porté à la tête de la CEDEAO, mais n'oublie pas pour autant les défis propres à son pays. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a accordé un entretien exclusif à Africa 24. Il revient notamment sur le coup d'État déjoué d'il y a 5 mois. Et le Cameroun projette une augmentation de la pression fiscale à 12,6% en 2023, soit une hausse de 0,8 points par rapport à 2022. Une mesure qui répond aux exigences de rationalisation des dépenses fiscales. Mais tout d'abord, en Éthiopie, la première réunion du comité chargé par le gouvernement éthiopien de mener les futures négociations de paix avec les rebelles du Tigré s'est tenue ce mardi 12 juillet. Les 7 membres de ce comité ont défini les principes déontologiques ainsi que les procédures internes qui seront abordées lors des prochaines discussions menées sous l'égide de l'Union africaine. Toutefois, ni la date, ni le lieu, ni le cadre de ces négociations n'ont été fixés. Des divergences persistent entre les deux parties sur l'identité du médiateur. L'option du Nigérian Olusegun Obasanjo ayant été écartée par les rebelles à cause de sa proximité présumée avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. La Côte d'Ivoire a demandé au Mali ce mardi 12 juillet la libération sans délai de 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Les autorités ivoiriennes démentent les allégations d'envoi de mercenaires et de tentatives de déstabilisation du Mali avancées par les autorités maliennes. Plus de détails avec Joël Ballot. Le gouvernement ivoirien monte au créneau face à l'arrestation de ces 49 soldats. En effet, le 10 juillet 2022, plusieurs soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires par la junte malienne ont été appréhendés à l'aéroport de Bamako. Les autorités maliennes ont indiqué qu'il n'y avait pas eu de communication selon les usages pour la venue de ces soldats avec leurs armes et munitions. En ce qui concerne la situation de nos soldats au Mali, je voudrais rappeler que donc, le Conseil de sécurité s'est réuni et à cet effet, un communiqué a été produit. Je voudrais que nous nous en tenions à ce communiqué sans entretenir donc, de quelque façon que ce soit des polémiques. Je peux émettre un seul commentaire. Au Mali, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des militaires, dont certains sont des forces spéciales. Ils savent comment renverser un régime. Face à cette situation, le Conseil national de sécurité ivoirien a tenu une réunion extraordinaire le 12 juillet, puis publié un communiqué affirmant qu'aucun militaire ivoirien ne possédait d'armes, encore moins des munitions de guerre. Cependant, selon les autorités maliennes, rien ne justifie la présence des forces ivoiriennes à Bamako dans la mesure où elles ne disposaient ni d'ordre de mission ni d'autorisation d'accès au territoire national. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Qualifiant l'acte d'injustice, le gouvernement ivoirien exhorte le Mali à libérer sans délai les 49 militaires ivoiriens. Il appelle les populations au calme et à la retenue, assurant que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de ses membres de force de l'ordre. Également dans l'actualité, en Tunisie, alors que la tension ne cesse de monter autour du projet de nouvelle constitution dont le référendum est prévu le 25 juillet, l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, tend la main au gouvernement pour une reprise immédiate du dialogue. Le principal syndicat tunisien se dit prêt à discuter de tous les dossiers en toute transparence. Rappelons qu'en mai dernier, l'UGTT avait refusé de prendre part au dialogue national initié par le président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Un dialogue national auquel les partis politiques n'ont pas été conviés.
Le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo a été porté par ses pairs à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 3 juillet dernier. Un nouveau statut qui ne lui fait pas perdre de vue les défis de son pays, la Guinée-Bissau. 5 mois après la tentative de coup d'État survenue le 1er février dernier, le chef de l'État bissau-guinéen a accordé un entretien exclusif à Africa 24 dans lequel il revient sur la nécessité pour son pays de présenter une image positive. Plus de détails avec Corinne Eoné. C'est à l'unanimité qu'il a été désigné président de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest par ses pairs de la sous-région le 3 juillet 2022. Pour le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo, cette reconnaissance est également un message à l'endroit des agents de déstabilisation au sein même de son pays, a-t-il confié dans un entretien exclusif accordé à Africa 24. En février 2022, il avait échappé à une tentative de coup d'État. Le soutien de la CEDEAO ne s'est pas fait attendre. Une force de stabilisation de plusieurs centaines d'hommes est à pied d'œuvre en Guinée-Bissau pour appuyer les forces républicaines. J'ai les forces de la CEDEAO ici, 600 quelques personnes. C'est une force de stabilisation. Et moi-même, j'ai renforcé ma sécurité. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est certains éléments de l'armée, qu'ils ont en prison d'ailleurs, qui étaient connus. Parce que tous les coups d'État, c'est le même visage. C'est le même visage. Je pense qu'on n'était pas assez prudent pour prendre les mesures sérieuses qu'on a prises aujourd'hui par rapport à ces éléments. Donc, on est en train de travailler pour montrer que ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, Guinée-Bissau n'a pas besoin de notre coup d'État. Le président Embalo insiste sur la nécessité de redresser la Guinée-Bissau qui, aujourd'hui plus que jamais, est sous le feu des projecteurs. Depuis son accession à l'indépendance en 1973, ce pays lusophone prend pour la première fois la tête de la CEDEAO. À ces défis internes s'ajoute également sa responsabilité de leader vis-à-vis de ses voisins de la sous-région. Je préfère mourir que laisser ces pays-là rentrer en désordre. Pas de corruption, pas de désordre. En tout cas. Et là, il y a des conséquences. Parce que quand il y a des désordres et quelque chose, que les narcotrafiquants aussi en profitent quand l'État est fragile. Mais là, aujourd'hui, nous sommes relevés, nous sommes debout en tant qu'État pour repositionner la Guinée-Bissau dans la concert des nations. Après des décennies marquées par l'instabilité politique, la Guinée-Bissau doit convaincre. Dans cette perspective, le président a instruit au nouveau gouvernement installé en juin 2022 d'organiser des élections législatives anticipées le 18 décembre 2022, étape nécessaire pour combler le vide législatif que connaît le pays après la dissolution du Parlement. Outre cette mission, le nouveau gouvernement est également attendu sur le chantier de la lutte contre la corruption, gage d'une meilleure gestion économique. Maximiser les échanges entre pays francophones, c'est la raison d'être du réseau international des agences francophones de promotion et d'investissement, RIAFPI, créé en 2014. Cette organisation compte 23 pays membres. Elle affiche clairement son objectif de renforcer la francophonie économique dans un monde de plus en plus compétitif. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Avec 14% de la population mondiale, 14% des réserves mondiales de ressources énergétiques et minières, 16% du PIB mondial et 20% du commerce mondial des marchandises, les enjeux sont immenses pour l'espace francophone. Le réseau international des agences francophones de promotion des investissements, RIAFPI, veut tirer profit de ces atouts afin d'attirer les investissements directs étrangers. L'organisation, qui compte 23 pays, travaille notamment à l'amélioration du climat des affaires. L'objectif est de faciliter ainsi l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant intra-pays francophone dans les filières à fort potentiel, permettant aux uns de sécuriser leurs approvisionnements en matières premières, aux autres de s'engager dans un processus de transformation industrielle locale de leurs produits pour la génération de plus de valeur ajoutée. Les observateurs notent cependant que les pays membres du RIAFPI n'ont pas encore suffisamment investi dans un certain nombre de chaînes de valeur. Le réseau doit se réinventer,
Se repositionner dans un monde de compétitivité à outrance, estime Antonine Kinzo, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Ce marché important doit prendre conscience de son existence, de se structurer, de se réinventer, de se repositionner. Aussi, tenant compte de ce grand choc connu par plusieurs pays, y compris les pays francophones, et face à cet impératif de réfléchir sur des voies et moyens, de rendre l'espace francophone en général, et plus particulièrement les pays membres du RIAFPI, plus compétitifs. Créé en mars 2014, dans la dynamique de renforcement de la francophonie économique, le RIAFPI est une plateforme d'échange des meilleures pratiques en matière de promotion de l'investissement. Le gouvernement camerounais annonce un durcissement de la pression fiscale de l'ordre de 12,6% en 2023, soit 0,8 points de plus qu'en 2022. Une mesure que les autorités justifient par la rationalisation des dépenses fiscales et par l'optimisation des recettes publiques du pays, mais aussi par le fait que la pression fiscale du Cameroun reste inférieure à la moyenne africaine évaluée à 16,5% en 2018. Un sujet de Nathalie Mo. Le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme du Cameroun prévoit une hausse de la pression fiscale dans le pays en 2023. L'augmentation à 12,6% du poids des impôts sur le contribuable s'adosse sur la politique de rationalisation des dépenses fiscales et d'optimisation des recettes du gouvernement. L'une des particularités ou l'une des difficultés de cette politique est qu'elle se tient dans un contexte de forte variabilité des cours internationaux du pétrole. Le gouvernement camerounais a choisi de supporter l'augmentation du prix du pétrole en stabilisant les prix à la pompe. Le Cameroun va devoir s'appuyer sur d'autres leviers, notamment la mobilisation des ressources non pétrolières. À ce niveau, les recettes fiscales s'avèrent être l'une des principales sources à exploiter. La pression fiscale qui correspond au ratio recettes fiscales budgétaires sur PIB reste inférieure à la moyenne africaine située à 16,5% selon le gouvernement camerounais. L'exécutif estime que la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale doit atteindre au moins 25% pour impulser un véritable développement. L'augmentation de la pression fiscale de manière générale demeure une option classique pour les États dans leur volonté de financer leur politique de développement. En augmentant les prélèvements dans le produit des entreprises à travers le prélèvement de l'impôt, le Cameroun pourra financer, comme c'est le cas, la finalisation des projets de première génération, la décentralisation et d'autres chantiers du programme triennal. Le Cameroun vise une mobilisation de recettes internes de l'ordre de 4 495 milliards de francs CFA en 2023, en hausse de 271,8 milliards de francs CFA comparativement à 2022. Toutefois, les mesures envisagées pour l'atteinte de ces objectifs n'ont pas été dévoilées. Le conflit qui persiste depuis février dernier en Europe de l'Est a entravé l'approvisionnement en blé de nombreux pays, notamment en Afrique. La rareté de cette denrée a fait grimper les prix sur le marché international. Toutefois, au Bénin, cette pénurie a permis l'émergence de la production locale de farine de banane plantain. Une alternative locale est disponible. Un sujet de la rédaction. À toute chose, malheur est bon. C'est en somme la leçon tirée par Josiane Odonou. Face à la pénurie de blé qui résulte du conflit en Europe de l'Est, l'entrepreneur béninoise a constaté depuis quelques mois une augmentation de la demande pour sa farine produite à base de banane plantain, une entreprise qu'elle a débutée en 2018. Avant la guerre de l'Ukraine, je produisais au moins 80 kilos par mois. Mais actuellement, à cause de la guerre de l'Ukraine, qui a permis la cherté du blé et qui l'a rendu également rare sur le marché, je produis jusqu'à 150 kg par mois. La banane plantain joue un rôle important dans l'économie locale. Elle peut être transformée en farine et s'utilise exactement comme la farine de blé pour confectionner pain, pâtisserie, sauce ou encore appareil à friture, avec un avantage supplémentaire, selon Josiane Odonou, elle serait sans gluten. Une alternative locale est disponible. Mais nous avons la banane à notre disposition. Sur notre territoire, on peut en produire. Donc là, la farine
de bananes à sa valeur-là. Le Bénin produit environ 19 000 tonnes de bananes plantains par an. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production de la farine de banane plantain pourrait être l'une des réponses apportées à la question de la sécurité alimentaire mondiale, à l'heure où l'Afrique de l'Ouest est confrontée à sa pire crise alimentaire jamais enregistrée depuis une décennie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.